Aujourd'hui, notre mission est de comprendre pourquoi on n'est plus du tout la même personne dès qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Ouais, c'est un phénomène assez troublant quand on s'y penche. Complètement. Et pour faire ça, on plonge dans un classique vraiment fascinant. C'est le livre Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale de Gustav Nicolas Fischer. Un excellent point de départ pour décrypter toutes ces forces invisibles. C'est ça. L'objectif de cette exploration, c'est de comprendre ce qui régit nos relations, nos amitiés et même nos comportements en groupe. Et pour saisir à quel point les autres piratent littéralement notre cerveau, il faut qu'on s'imagine la scène. On est en 1898. Ah oui, la fameuse expérience fondatrice. Exactement. Un chercheur qui s'appelle Tripley est debout au bord d'une piste cyclable. Il a un chronomètre à la main et il observe un truc totalement irrationnel. Irrationnel, c'est le mot. En gros, quand un cycliste roule seul contre la montre, il a une certaine vitesse maximale. C'est physique, c'est mécanique. Mais dès qu'on place un autre cycliste juste à côté de lui, mystérieusement, il pédale plus vite. Son corps déploie une énergie qui semblait ne pas exister quelques secondes plus tôt. Voilà. Bon, décortiquons un peu tout ça. Comment un simple regard extérieur peut-il modifier notre propre métabolisme? Ce qui se joue sur cette piste cyclable, c'est ce que la psychologie appelle la facilitation sociale. Et à l'époque, c'est une vraie déflagration. Une déflagration, Mhm. c'est-à-dire? Pendant des siècles, la philosophie voyait l'être humain comme une entité hyper isolée. En fait, on imaginait soit un esprit purement rationnel façon Descartes, tu vois, enfermé dans sa propre conscience, soit une simple machine biologique. Juste une somme d'organes, quoi. Ouais, c'est ça. Mais l'observation de Triplé, elle prouve que notre physiologie elle-même est poreuse à la présence de l'autre. La psychologie sociale naît vraiment de ce constat. L'individu n'existe pas en vase clos. D'accord, mais si un simple cycliste à côté de nous suffit à modifier notre rythme cardiaque, qu'est-ce qui se passe quand on n'est plus deux, mais noyé au cœur d'une foule immense? Ah, là, l'effet est décuplé. C'est le moment où l'individualité risque littéralement de disparaître. Disparaître, hein? Carrément. Oui, à la fin du 19e siècle, des pionniers comme Gabriel Tarde et Gustave Le Bon se sont penchés sur la contagion des foules. Le Bon propose une théorie très forte, l'apparition d'une âme collective. Une âme collective, ça sonne presque mystique. Un peu, oui. Selon lui, intégrer une foule provoque une sorte de suggestion hypnotique. La conscience individuelle s'efface totalement. Et donc les gens deviennent des automates. En gros, oui. Les émotions se propagent comme un virus, le raisonnement s'effondre à un niveau très rudimentaire, et le sens de la responsabilité personnelle s'évapore. C'est frappant. Ça me fait penser à, imagine une cellule isolée qui d'un coup se subordonne entièrement pour devenir le simple rouage d'un organe géant. La cellule perd son identité pour faire battre le cœur de la masse. C'est une excellente analogie. Mais j'ai quand même envie de remettre ça en question. Est-ce que l'humain, dans une foule, perd vraiment sa responsabilité sous l'effet d'une sorte d'hypnose magique, ou est-ce que la foule lui fournit simplement l'excuse parfaite, l'anonymat inespéré, pour agir selon ses pulsions? Ce qui est fascinant ici, c'est que la psychanalyse s'est engouffrée exactement dans cette brèche. Ah oui, Avec Freud. complètement. Sigmund Freud a refusé cette idée d'hypnose magique de Le Bon. Pour lui, c'est pas une perte aveugle de soi, c'est l'expression d'un désir. Un désir. Comment ça? Freud utilise le concept de libido, d'énergie sexuelle et affective, pour expliquer la structure des grandes foules organisées, comme les armées ou les églises par exemple. D'accord, donc l'individu n'est pas un automate. Non, il transfère son narcissisme sur la figure du chef. Ce chef devient son idéal du moi. Et le véritable ciment de la foule, c'est que, comme tous les membres s'identifiaient au même chef, ils se lient affectivement entre eux. Ah, je vois. L'armée tient parce que chaque soldat se perçoit comme l'égal de l'autre sous le regard du général. Exactement. Le tissu social serait avant tout un tissu émotionnel. Mais jusqu'où ça va, cette emprise? Je veux dire, est-ce qu'on parle seulement des moments où l'on est physiquement en groupe, ou est-ce que cette pression nous suit même quand la porte est fermée à double tour? Eh bien, elle nous suit jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort? Attends, c'est glaçant comme réponse. C'est la démonstration terrifiante du sociologue Émile Durkheim. Il a voulu prouver que le fait social est extérieur à l'individu et s'impose à lui en toutes circonstances. Même dans la solitude absolue. Oui, pour le démontrer, il a étudié l'acte qui semble le plus désespérément intime et solitaire, le suicide. Le suicide. Mais le fait de mettre fin à ces jours dépendrait de la société.
Oui. En compilant des milliers de données à travers l'Europe, Durkheim a prouvé que les taux de suicide s'expliquent par la structure sociale. Plus précisément, par le degré d'intégration. Attends, comment ça fonctionne concrètement? Le mécanisme repose sur le sens que la société donne à l'existence. Durkheim identifie le suicide égoïste qui frappe massivement ceux qui souffrent d'un manque d'intégration, les personnes isolées où le lien social est défaillant. D'accord. Le vide existentiel les pousse à l'acte. Exactement. Et à l'extrême inverse, il y a le suicide altruiste, provoqué par un excès de coercition sociale. Le groupe écrase tellement l'individu qu'il se sacrifie pour lui, comme un soldat pour sa patrie. C'est fou, l'acte le plus solitaire est dicté par l'architecture de la société. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que pour que la société ait une telle emprise sur un choix aussi extrême, il faut bien que notre cerveau capte et traduise ces signaux sociaux. Oui, il faut un mécanisme de traitement. Quel est le rouage psychologique de cette influence? Est-ce qu'on est simplement programmé pour réagir? Au départ, c'est exactement ce que la science a pensé. L'approche comportementaliste, le fameux behaviorisme, postulait qu'on réagisse aux stimuli sociaux de manière quasi pavlovienne. Donc une mécanique pure et dure. Voilà. La société distribue des récompenses, comme l'approbation, ou des punitions, comme le rejet. Et le cerveau ajuste le comportement pour maximiser la récompense. Donc si on suit le behaviorisme, on serait une sorte de chien de Pavlov géant, salivant dès qu'on reçoit un compliment et fuyant dès qu'on fronce les sourcils devant nous. C'est un peu réducteur, non? Totalement réducteur. Et c'est pour ça que les théories cognitives sont venues renverser la table. Kurt Lewin, avec sa théorie du champ, explique que le cerveau ne réagit pas au monde objectif, mais à son environnement psychologique. Son environnement psychologique, c'est-à-dire la façon dont on perçoit les choses. Oui, on filtre la situation à travers le prisme de nos croyances et de notre histoire. Ah, je vois. C'est un peu comme si nous portions tous des lunettes de réalité augmentée. C'est une super image. Face à un même mule, le behavioriste dirait que tout le monde s'arrête parce que c'est un obstacle physique. Mais Lewin nous dit que certains voient un obstacle infranchissable à cause de leur peur passée, pendant que d'autres y voient une belle opportunité d'escalade. Ouais, c'est exactement l'idée. Et à cela s'ajoute l'interactionnisme symbolique, n'est-ce pas? L'idée qu'on ne fait pas que percevoir, mais qu'on joue un rôle. C'est le prolongement parfait. L'interactionnisme perçoit la société comme un vaste théâtre de symboles. Un théâtre? Ouais, on ne réagit pas de manière binaire. On manipule des codes, des postures, du langage pour garder la face. Donc on passe de l'animal conditionné à l'acteur de théâtre en train d'improviser en lisant le regard des autres. Si l'on relie cela à la vision d'ensemble, c'est fondamental. Le tissu social n'est pas un bloc de béton qui nous écrase. C'est une dynamique conflictuelle permanente. On résiste, on négocie? C'est ça. Face à la norme, l'individu négocie ou se soumet consciemment. C'est un rapport de force de chaque instant. Mais d'où vient ce besoin compulsif de jouer ce rôle social, d'obtenir cette approbation? À la base, un bébé s'attache à ses parents parce qu'il a besoin de nourriture, de chaleur matérielle pour survivre. C'est utilitaire. On a longtemps cru ça, oui. Mais l'expérience de Harry Harlow dans les années 50 a prouvé que c'est infiniment plus profond. C'est l'expérience avec les singes, c'est ça? Oui. Il a séparé des bébés singes de leur mère biologique pour les placer face à deux mères artificielles. De fausses mères. Voilà. L'une était en fil de fer glacial, mais elle avait un biberon de lait. L'autre n'avait aucune nourriture, mais elle était recouverte d'un velours tout doux. Et donc si c'était utilitaire, le singe irait vers le fil de fer pour manger. Logiquement. Mais face à l'angoisse ou à un bruit effrayant, les bébés singes terrifiés se jetaient systématiquement sur la mère en velours. Ah oui, pour s'y agripper. Le cerveau privilégie la sécurité émotionnelle avant la nourriture. Exactement. Plus tard, Mary Ainsworth a modélisé ça chez l'humain avec l'angoisse de séparation. La figure d'attachement est la base de sécurité qui permet au cerveau de réguler son anxiété pour oser explorer le monde. Et qu'est-ce qui se passe si cette base de velours n'existe pas, si l'enfant n'a que du fil de fer et du lait? Le système s'effondre. René Spitz l'a dramatiquement observé dans les orphelinats de l'après-guerre. Des enfants bien nourris et soignés médicalement, mais sans affection, développaient l'hospitalisme. Une détresse mortelle, en fait. Oui, un déclin physique et cognitif terrible. Et à l'âge adulte, cette angoisse primitive reste. L'expérience de Schachter a montré que des étudiantes plongées dans une attente angoissante cherchaient immédiatement à se regrouper. Le contact avec les autres dissipe l'incertitude. Voilà. Mais ça soulève une question presque dérangeante. Si notre cerveau cherche les autres dès qu'il a peur, est-ce que ça veut dire que l'amour ou l'amitié ne sont, au fond, qu'une ruse évolutive pour faire baisser notre niveau de stress? La psychologie sociale va plus loin que ça.
William Schutz a théorisé que notre besoin des autres est ontologique. Il le divise en 3 besoins: l'inclusion, pour exister aux yeux de l'autre, le contrôle, pour structurer l'interaction, et l'affection. Donc, ce n'est pas qu'un calmant. Non, c'est la condition de notre construction psychique. D'accord, l'affection est vitale. Mais comment on choisit qui on va aimer? On adore penser que nos amis sont le fruit du destin, d'une alchimie inexplicable. Mais j'ai l'impression que la science est plus pragmatique. C'est même carrément architecturel. Festinger a observé la formation des amitiés dans des résidences étudiantes. Le facteur prédictif numéro 1, ce n'était ni les passions communes, ni la personnalité. C'était quoi alors? L'emplacement physique de la porte de la chambre. Non, tu plaisantes, la porte? Je t'assure. Les probabilités d'amitié explosent si 2 portes sont côte à côte ou si un étudiant habite près de la cage d'escalier. Le destin dicté par une cage d'escalier? Mais pourquoi le cerveau fait ça? C'est l'économie cognitive et l'effet de simple exposition de Robert Zayons. Notre cerveau primitif se méfie de l'inconnu, mais si tu croises un visage tous les jours près de l'escalier sans danger, le cerveau le classe comme sûr. Les alarmes s'éteignent et on ressent ça comme de la sympathie. Exactement. La familiarité crée un faux sentiment d'intimité. C'est fou quand on y pense aujourd'hui. On croit choisir nos amis au bureau, alors qu'on s'attache juste au collègue qui est sur le chemin de la machine à café. Ouais, et la géométrie n'est pas notre seul biais. Il y a l'apparence. Les études de Dion sur l'effet de halo sont terribles là-dessus. Ah oui, la beauté physique qui biaise le jugement. C'est ça. Ce qui est beau est perçu comme bon. Dion a prouvé que les adultes sont beaucoup plus indulgents face aux bêtises d'un enfant jugé beau. Et ça continue après, non hein? Ouais, à l'université, un devoir médiocre aura une meilleure note si la photo de l'étudiante jointe est très séduisante. On part sur de très mauvaises bases. On devient ami par fainéantise cognitive, on pardonne tout aux gens séduisants. Mais une fois le contact établi, comment on passe à une vraie relation? Par des frontières très strictes. Altman et Taylor ont confiné des marins dans de minuscules cabines. Ceux qui devenaient amis étaient ceux qui, dès le départ, divisaient impitoyablement le territoire. Genre, ce lit est à moi, cette étagère est à toi. Sans négociation territoriale, le chaos s'installe. Le territoire avant l'amitié. D'accord. Mais dans un couple, est-ce qu'on retrouve cette froideur tactique? Je pense aux théories de l'échange de Wolster. Ah, la théorie de l'équité amoureuse de Wolster est particulièrement cynique. Elle avance qu'on gère nos relations intimes comme un bilan comptable. Chacun calcule ce qu'il investit et ce qu'il retire. Oui, et le plus troublant, c'est la valeur des partenaires. Si une personne se perçoit subconsciemment comme étant plus séduisante ou ayant un meilleur statut que son partenaire, elle ressent une iniquité. Le marché est faussé. Et pour compenser ça, cette personne aura statistiquement beaucoup plus tendance à être infidèle pour récupérer la valeur manquante, en gros. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? On doit vraiment réduire nos mariages et nos moments de tendresse à une feuille Excel de bénéfices émotionnels? C'est tellement cynique. Cela soulève une question cruciale, car fort heureusement, cette théorie montre d'immenses limites sur le long terme. Le chercheur John Gottman a formellement contredit cette logique comptable. Ouf, ça rassure. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a démontré que les couples heureux et durables abandonnent la calculatrice. Ils tolèrent l'inéquité et acceptent l'existence de conflits non résolus. Et le temps finit par lisser les choses de toute façon. L'étude de Bloom sur les couples japonais m'a marqué. L'ultime comparaison entre les mariages d'amour et les mariages arrangés. Oui, au départ, c'est l'opposé. Le mariage d'amour commence avec une passion folle, alors que l'arrangé démarre sur un ton très fonctionnel. Mais au bout de 9 ans, la courbe d'affection des mariages d'amour s'effondre pour rejoindre exactement celle des mariages arrangés. Le quotidien réécrit les règles. Bon, et si on sort du duo pour entrer dans un petit groupe, disons entre 8 et 15 personnes, comme une équipe de travail? Là, l'arithmétique devient folle. Le groupe devient un organisme avec sa propre psyché. Wilfred Bion a théorisé que le groupe met en place des mécanismes de défense face à l'angoisse. Comme quoi? La dépendance, où le groupe se soumet à un leader fantasmé, l'attaque-fuite, où l'on se focalise sur un ennemi extérieur, et le couplage, où le groupe espère être sauvé par l'alliance intime de 2 membres. C'est incroyable de se dire qu'une banale réunion du lundi matin, c'est en fait un drame psychanalytique. C'est l'imaginaire groupal de Didier Anzieux, non? Tout à fait. Pour Anzieux, le groupe est une illusion groupale, un théâtre de fantasmes archaïques où l'on projette des désirs refoulés. Une vraie névrose collective en costume-cravate. Et d'ailleurs, pour supporter toute cette charge mentale sociale, on a besoin de notre corps. Les travaux de Suzanne Goldin-Meadow montrent que parler avec ses mains permet de mémoriser 20% d'informations en plus.
Oui, le geste libère la charge cognitive. Le corps agit comme la soupape de sécurité du cerveau. Si on rassemble toutes les pièces, c'est vertigineux. On commence avec des cyclistes dopés par un regard, on traverse des foules hypnotisées par des leaders, on voit des singes chercher du velours. Et on découvre que nos amitiés dépendent d'une cage d'escalier et que nos réunions cachent des batailles inconscientes. C'est une vraie toile d'araignée d'influence. Ce qui nous amène à une réflexion finale pour ceux qui nous écoutent. Si nos choix intimes dépendent d'une porte, si on juge sur la beauté physique, et si notre fidélité est une question de marché boursier amoureux, où se cache véritablement notre libre arbitre dans tout ça? C'est une question vertigineuse. Sommes-nous les capitaines de notre vie ou de magnifiques équations résolues par notre environnement et nos angoisses? De quoi observer son entourage sous un tout autre angle. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration et à très vite pour décoder ensemble la mécanique invisible de notre monde.